bonjour à toutes et à tous. Du coup, on va commencer. Déjà, merci beaucoup d'être présent à cette session sur la data. Donc aujourd'hui, on va parler de la data et de son cycle de vie dans les entreprises, donc de sa collecte à son activation en passant par l'analyse. On va avoir le plaisir d'accueillir Olivier de Schutter, qui est responsable Digital Analytics chez Noroto. Et j'aurai le plaisir, dans un second temps, de vous présenter les nouveautés et la roadmap autour des applications Analytics Adobe. Donc aujourd'hui, la donnée, elle est absolument partout. Elle guide nos choix, nos solutions et nos stratégies. Et donc, l'idée, ça va être de voir un peu tout ce qu'on fait chez Noroto avec Olivier. Et je vous propose de commencer rapidement avec une vidéo introductive. Alors tout d'abord, bonjour Olivier et merci d'être présent parmi nous. Est-ce que tu peux rapidement peut-être te présenter et nous rappeler ton rôle chez Noroto International ? Bonjour Kevin, bonjour à tous, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Oui, bien volonté, moi je suis chez Noroto maintenant depuis 6 ans et je suis responsable de l'équipe Analytics opérationnelle. Donc on est une équipe de 6 personnes et on prend en charge le tracking et l'implémentation globalement de l'ensemble des solutions tiers pour l'ensemble de nos fronts, que ce soit bien évidemment les sites e-commerce, mais de manière plus générale l'ensemble des sites de la marque Noroto, mais aussi les outils qui sont utilisés par nos collègues dans les ateliers. Et même si j'ai une casquette Noroto internationale, en fait, avec mon équipe, on travaille pour l'ensemble des enseignes du groupe Mobivia. Donc on travaille également pour des enseignes comme Midas, comme Carter Cash, mais également comme Ateu, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'entreprise sœur de Noroto et qui adresse les clients en Allemagne. Ok, et en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais nous résumer ton plus grand défi actuel autour de l'analytics aujourd'hui ? Alors je le résumerai en 2 points en fait. Le premier des points, c'est, mais ça ne va pas être très original finalement, c'est la démocratisation et l'accès à la data. Parce que c'est toute la difficulté quand on travaille dans un groupe international avec des collègues un peu partout en Europe, avec des marques qui ont des tailles d'équipe et de maturité différentes. La principale des difficultés, c'est comment on arrive à mettre la donnée à disposition des utilisateurs, comment on fait qu'elle soit comprise. Et donc pour ça, on utilise l'ensemble des outils que nous propose Adobe Analytics. Bien évidemment, on utilise Workspace, qui est utilisé par tout le monde, mais pour certains cas d'usage, on utilise Report Builder ou Data Warehouse, et on utilise maintenant aussi depuis 1 an et demi le DataFit, puisqu'on déverse les données dans nos bases Snowflake pour qu'elles soient intégrées dans l'écosystème data de l'entreprise. Et la deuxième stratégie, le deuxième point compliqué qui finalement va de pair avec la démocratisation de la data, c'est la documentation. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises et finalement c'est le même constat que je fais partout. On a trop souvent tendance à avoir une culture de la transmission orale, donc on a peu de documentation écrite et c'est très compliqué pour des utilisateurs qui ne vont pas forcément dans l'outil tous les jours de bien connaître l'ensemble du plan de tracking, de connaître l'ensemble des variables qui sont disponibles. Donc on essaye au maximum aussi de développer des sessions de formation et de la documentation en ligne pour que chacun puisse avoir et la liste des variables qui sont disponibles, mais aussi des cas d'utilisation en fonction des besoins métiers. Donc, si on parle du cycle de vie de la donnée dans les entreprises, on va d'abord commencer par la data collection, la collecte de la donnée. Donc, on le sait tous les deux, depuis des années, c'est déjà un enjeu. Et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, avec l'utilisation massive des données analytics dans les entreprises,
c'est un enjeu qui est encore plus important. Donc finalement, chez Noroto, comment est-ce que vous garantissez la qualité et la fiabilité de la donnée lors de la collecte? Oui, c'est un double enjeu. Je pense que le premier enjeu, c'est qu'effectivement, quand la donnée AITX ne vit plus en standalone et qu'elle est agrégée avec d'autres données de l'entreprise, finalement, quand il y a de la donnée fausse dans l'outil Analytics, c'est l'ensemble des données de l'entreprise qui deviennent fausses. Et la deuxième chose, c'est que quand on commence à utiliser ces données-là pour faire de l'activation, finalement, quand on fait de l'activation avec des données fausses, on fait de la mauvaise activation et il n'y a rien de pire que de recevoir un message personnalisé dont on a le sentiment qu'on ne devait pas en être destinataire. Pendant un temps, on a été tenté d'utiliser des solutions du marché pour tester la data quality. Et en fait, on a assez vite mis fin à ces solutions-là parce qu'on trouvait qu'elles étaient complexes à mettre en œuvre, à plus forte raison quand il faut le déployer sur différents fronts, qu'on a des maps de manière très régulière et donc des risques de régression assez régulièrement. Et donc en fait, il y a 3 ans, on a changé complètement de stratégie et en fait, on a recruté dans l'équipe un QA automaticien qui finalement, comme sur les tests de non-régression fonctionnelle, fait exactement le même genre de démarche sur la data quality. Donc il a mis sur l'ensemble de nos fronts de commerce dans un premier temps des tests de non-régression pour vérifier sur la pré-prod, c'est-à-dire quelques jours avant la mise en prod pour détecter les régressions avant qu'elles ne soient publiées. Et on a aujourd'hui à peu près 400 scénarios qui tournent tous les jours pour tester l'ensemble de ces informations-là. Alors on a des niveaux de criticité dans les rapports. Sur certains, il y a même directement la direction IT qui est intégrée pour permettre de prendre directement les points et de les corriger. Et finalement, on se rend compte qu'en plus, en faisant ces tests de non-régression de data quality, on fait aussi parfois on découvre parfois des régressions fonctionnelles. Très intéressant. Et toujours sur ce volet collecte, on va parler maintenant cookies si tu le veux bien. Donc, que ce soit autour des navigateurs qui ont menacé de bloquer les cookies tiers, que ce soit pour des raisons de privacy ou d'autres choses, on voit qu'on évolue de plus en plus dans un monde dit sans cookies ou cookieless, où le principe n'est de finalement plus utiliser de cookies du tout. Toi, dans ce contexte, quels sont les principaux freins que tu vois dans ce fameux monde dit entre guillemets sans cookies? Je pense que la première chose, c'est sans doute un peu de déception, mais je crois que finalement, ce n'était pas vraiment une surprise. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, les partenaires avec lesquels on travaille et qu'on a besoin d'intégrer sur nos solutions sont ou pas prêts, ou plutôt réticents à la mise en place de tracking server-side, parce que je pense qu'ils comprennent qu'effectivement, ils perdent la main sur une partie des données, parce qu'ils sont plus libres forcément avec des JS de venir les modifier un peu à la volée dans le dos du client au final. Donc on récupère une bien meilleure maîtrise sur les datas qu'on utilise. Je pense qu'en plus de ça, il y a sans doute aussi un peu d'ambiguïté sur le sujet, parce que moi je préfère parler de server-side là où on entend souvent parler de cookieless, parce que finalement on voit qu'une des approches des éditeurs, c'est de venir en disant non mais nous on est cookieless, parce que en fait ce qui se passe, c'est que tout ce qui était foutu dans les cookies maintenant est mis dans le local storage, dans le session storage, et ça, moi, ça me pose problème, et ça pose problème à toute l'équipe, parce que le RGPD s'applique aussi à ce qui est placé en local storage et en session storage, et que c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer. Et d'un point de vue transparence pour le client, autant nos clients savent à peu près comment on peut aller supprimer les cookies, que ce soit par la bannière de recueil de consentement ou directement dans le navigateur. Je ne suis pas certain qu'ils sachent ce que c'est le local storage, le session storage et comment on peut aller le vider. Très bien. Donc, tu as parlé du server-side comme méthodologie de tracking. Donc, pour les moins avertis d'entre nous, le principe, c'est de déverser les tags non plus du côté du site web, mais du côté du serveur. Noroto International a été pionnier en la matière, notamment avec l'offre de data collection d'Adobe. Concrètement, quels ont été les avantages et qu'est-ce que ça a changé pour vous, le tracking server-side ? Alors en fait, j'ai envie de dire que ça n'a rien changé et que ça a tout changé en même temps. On a fait ces migrations sur un certain nombre de mois, surtout les premiers, parce que forcément, comme toute nouvelle technologie ou nouvel outil, il fallait un peu le temps de le prendre en main. Ce qui était important pour nous, c'est que ça ne change rien ou que ça change très peu les choses pour les utilisateurs. Ils ont gardé les mêmes report suites, ils ont gardé leurs accès à Workspace. Globalement, il n'y a pas eu de coupure de données. Bien évidemment, on leur a demandé d'être un peu vigilants dans les premiers jours pour nous remonter ce qui pouvait paraître un peu anormal.
parce que forcément, quand on migre de 100, 250 dimensions et une centaine d'événements, il y a forcément toujours un peu de casse. Comme tu le disais, en fait, on utilisait déjà Adobe Tag en client-side, donc en fait, on a juste migré du client-side vers le server-side. Donc ça a été sans doute plus simple que si on avait dû complètement changer de TMS. Pour autant, à l'usage, on se rend compte que ça change quand même assez fortement quand même la façon d'envisager les choses, la façon de mettre en place le tracking, la façon dont on va collecter les données, parce que en fait, à terme, ça veut dire que le data layer n'est plus la seule source de données, parce qu'on peut enrichir les données à peu près avec tout ce qu'on veut, et que de la façon dont on va implémenter ça va aussi dépendre de la façon dont on va pouvoir aussi plus facilement connecter l'ensemble des solutions de la suite Adobe. Alors, tu l'as dit, on a parlé contraintes techniques, on a parlé contraintes légales, mais aussi organisationnelles. Selon toi, et pour finir un peu sur ce volet, quel a été l'obstacle le plus difficile à surmonter? Alors forcément un obstacle organisationnel, parce que ça veut quand même dire que concrètement dans l'équipe, j'ai détaché quelqu'un à mi-temps pendant un peu plus de 6 mois pour amorcer la pompe et commencer la migration de nos principaux sites, hein, c'est-à-dire les sites e-commerce de Noroto en France, en Italie, en Espagne, en Belgique et au Portugal. Après, finalement, comme on essaye d'avoir des plans de tracking, des implémentations qui soient les plus standardisés possibles entre l'ensemble des enseignes du groupe, après, on a fortement accéléré puisque on a commencé tout ça, je pense qu'on a signé le contrat de mémoire en novembre 2023 avec Adobe. On avait migré l'ensemble de nos sites e-commerce Noroto en septembre 2024 et à date, on a à peu près une quarantaine de fronts qui ont été migrés en server-side, au moins sur la partie analytics et ou target selon les BU et déjà en ayant migré une partie des tags des partenaires d'acquisition de trafic aussi. Donc, contrainte opérationnelle, par contre, un vrai gain d'un point de vue RGPD, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on reprend davantage la maîtrise sur les datas et donc on protège les datas de nos clients et donc on améliore la conformité RGPD. Et la contrainte, c'est effectivement de faire comprendre aux partenaires qu'il faut vraiment qu'on passe au server-side. On comprend l'importance de la collecte de la donnée en 2025 et l'importance aussi de passer ou d'essayer de passer server-side, mais qui vient avec des contraintes organisationnelles. Maintenant, si on se passe un peu plus sur la partie activation, parce que collecter la donnée, c'est une chose, comment est-ce que vous valorisez la donnée, vous en tirez des insights et finalement, vous en faites quelque chose d'activable pour vos équipes, que ce soit le marketing, l'e-commerce ou vos équipes CRM? Alors, je vois 4 use cases. Je pense que les 3 premiers vont surprendre personne parce que je pense que c'est globalement à peu près ce que tout le monde fait aujourd'hui. Le 4e est peut-être un peu plus spécifique à Noroto ou au secteur de l'automobile. Bien évidemment, on transforme ces données collectées en KPIs pour en faire des vrais objectifs qui vont permettre de rythmer un exercice fiscal et donner des objectifs à l'ensemble des équipes. Donc, on va pour ça mettre en place un certain nombre de tableaux de bord et d'analyses qui va nous permettre de driver l'activité. On va bien évidemment utiliser ces données-là avec Adobe Campaign pour faire de l'activation via le CRM et via l'email, mais pas que. Et surtout, après, on va utiliser toutes ces données-là pour en faire des analyses, pour prioriser et identifier les A/B tests à mettre en place de manière prioritaire, puisqu'on estime que c'est ceux qui ont le plus de chances de maximiser les investissements qu'on va faire là-dessus. Et enfin, dernier point, on utilise finalement de plus en plus les data analytics pour améliorer le geste métier et parfois même le geste métier dans l'atelier, puisqu'effectivement, on met en place du tracking sur les outils qui sont utilisés par nos collègues dans les ateliers. Donc, ça permet de mieux comprendre ces éléments-là aussi et donc de les accompagner dans l'optimisation de ces parcours. Mais on l'utilise aussi pour quelque chose qui est absolument crucial dans notre secteur d'activité, qui est la pièce d'affectation. Puisque si vous venez sur notre site, vous allez voir que la première chose qu'on vous demande, c'est de rentrer la plaque d'immatriculation de votre véhicule, puisqu'en fait, derrière votre véhicule, il y a des tas de possibilités de plaquettes de frein, de balais d'essuie-glace ou autres. Et le nerf de la guerre pour nous, c'est de pouvoir bien identifier votre véhicule pour être sûr que les pièces qu'on va vous proposer sur le site vont parfaitement répondre aux besoins de votre véhicule. Et en fait, on utilise de plus en plus les données analytics pour pouvoir détecter les failles qu'on a sur notre site. Quand par exemple, vous allez rechercher pour un marque modèle particulier un type de pièce et que
le moteur de recherche ne va rien ressortir ou que l'arbo va rien ressortir. C'est forcément des insights qu'on récupère parce que c'est important pour nous de comprendre si c'est le site web qui n'est pas capable d'interpréter correctement la base de données produits qui est la nôtre, ou si effectivement on a des trous dans la raquette et que pour certains marques modèles, on a certaines pièces qui ne sont pas disponibles ou pas proposées aux clients. Très bien, donc tu l'as dit, vous utilisez Adobe Analytics chez Noroto au niveau du groupe. Selon toi, quelles sont les limites d'Analytics, mais peut-être plus généralement d'un outil de web analyse dit un peu classique où les données dites digitales, comportementales sont segmentées dans l'outil? De manière un peu humoristique, on se dit qu'on va finir par un peu manquer, parce que quand on commence une implémentation, on se dit bon, bah, ça va, c'est cool, j'ai 200 IVAR, j'ai 150 props, j'ai 1000 événements, j'ai largement de quoi faire. Et en fait, après quelques années, on se dit, quand on a une nouvelle implé d'une nouvelle feature à faire, on va faire peut-être un peu attention à la façon dont on utilise les variables, parce que finalement, on n'en a plus tant que ça en stock. Donc c'est une première limite. Et puis, comme on a un groupe international et qu'on agrège les données de l'ensemble des pays, on se retrouve parfois à avoir, pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser l'outil, du low trafic, parce qu'on n'est plus en capacité de récupérer la totalité des modalités d'une variable. Je pense que le plus gros frein, mais c'est vrai d'Adobe Analytics comme de tous les outils d'analytics, c'est qu'en fait, ils sont centrés sur l'expérience web. Et que quand on est une marque comme Noroto, comme ATU, le site web est aussi un drive to store et qu'on a absolument besoin de comprendre et analyser les parcours en omnicanalité, ce que malheureusement Adobe Analytics ne permet pas de faire. Et c'est pour ça aussi qu'on déverse les données Adobe dans Snowflake pour pouvoir les exploiter autrement. Très bien. Et donc toi qui viens de ce monde de l'analytics, avec ton expérience et ta vision du marché, quel changement notable est-ce que tu as vu ces dernières années sur l'utilisation de ces données comportementales, peut-être plus précisément chez Noroto? J'avais un patron il y a quelques années qui me disait, quand une entreprise elle a vraiment intégré le digital et le web dans ses parcours, et c'était il y a plus de 10 ans, en fait, ça se voit parce qu'elle n'a plus besoin de direction e-commerce, parce qu'en fait, le web fait partie intégrante des parcours, et donc chacune des équipes est sensibilisée au sujet du digital. Et sur la data, finalement, c'est un peu la même chose qu'on observe depuis quelques années. Moi, je me rends compte que pendant très longtemps, le web analyst, il était bien gentil, il était dans son petit coin, il sortait ses petits rapports dans Adobe, ça a intéressé le directeur e-commerce, ça a intéressé les merch, ça a intéressé les équipes de trafic, même si finalement ils préfèrent aller dans la console Google parce que quand on fait du SEA, on considère que ces chiffres-là sont plus intéressants à utiliser. Et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et ce que je constate depuis quelques années, c'est l'exemple que je prenais sur les pièces d'affectation, c'est que globalement, des équipes qui étaient plus éloignées du monde de digital se rendent compte qu'en fait, dans leur quotidien, les données issues des interactions sur le site web peuvent être une mine d'or pour mieux comprendre les clients, pour mieux comprendre l'offre. Et donc, on a de plus en plus de demandes d'équipes diverses et variées qui veulent avoir accès à ces données-là pour pouvoir les exploiter. Alors, concernant la segmentation des données et le silotage, j'ai peut-être une solution pour toi. Comme tu le sais, on a sorti une solution qui s'appelle Customer Journey Analytics, et j'ai entendu dire que vous alliez être en transition dans le groupe Noroto International. Donc les deux promesses de Customer Journey Analytics, mais tu en as déjà un peu parlé, c'est la promesse finalement de réconcilier plusieurs sources de données, incluant du offline, mais aussi de réconcilier tous les profils unifiés avec toutes les identités que vous utilisez. Donc aujourd'hui, vous allez entamer ce projet de migration. Concrètement, toi, quel bénéfice tu espères tirer de Customer Journey Analytics ou de CJA, si vous préférez utiliser l'acronyme? Alors effectivement, tu es très bien renseigné, puisque le hasard veut qu'en fait, le groupe Noroto a contractualisé la solution CJA pas plus tard qu'hier. Donc, je vais changer de casquette et je vais mettre ma casquette ATU, puisque le projet CJA est un projet qui est porté par ATU, donc notre filiale en Allemagne. Et effectivement, de CJA, on en attend plusieurs choses. On en attend finalement de pouvoir lever tous les freins qu'on a aujourd'hui sur la partie analytics, c'est-à-dire d'avoir la puissance de l'outil analytics, mais cette fois-ci dans de l'analyse de parcours en omnicanalité. Et donc, de pouvoir faire plus simplement et plus facilement, de manière plus user-friendly, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en ayant déversé les données dans Snowflake, mais en ayant besoin de mettre d'autres outils de data vis qui sont sans doute plus compliqués à prendre en main
pour un utilisateur qui va en avoir une utilisation moins régulière, de pouvoir travailler avec Customer Journey Analytics, puisqu'on va pouvoir réduire les modèles de données, faire des choses qui vont être beaucoup plus souples, et du coup redonner de l'autonomie, puisque mes collègues de la direction data ont malheureusement pas forcément le temps d'adresser toutes les demandes de tableau de bord et d'analyse de l'ensemble de nos services. La transition est parfaite pour ma question suivante. Donc, tu as beaucoup parlé d'Adobe Workspace, qui est notre outil d'interface chez Adobe, commune à plusieurs solutions. Mais CGI va un peu plus loin, notamment en proposant plusieurs fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, et notamment le Data Insight Agent, sur lequel je vais revenir juste après en présentant les nouveautés. Comment est-ce que tu penses que ça peut vous aider chez Noroto ? En fait, je pense que ça va répondre à bon nombre de nos sujets. Nos sujets métiers purs de compréhension de l'omnicanalité, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais aussi de pouvoir continuer sur la démocratisation et sur l'accès à la data, parce que même si je sais que tu vas en parler tout à l'heure, l'interface Workspace change, il y a des fonctionnalités supplémentaires, il y a plein de choses, mais en termes d'appropriation pour les utilisateurs, ils vont retrouver l'interface Workspace qu'ils connaissent déjà, donc on se dit que l'intégration devrait être plus simple. Ça va être la possibilité de mettre des jeux de données personnalisés en fonction des équipes, de pouvoir donner des noms peut-être un peu plus user-friendly à un certain nombre de variables aussi. Et on a beaucoup parlé d'IA ce matin. Moi, j'ai trouvé que les interventions étaient très, très inspirantes, très intéressantes. Et finalement, on a deux possibilités. C'est où on se sauve en courant en disant « Mon Dieu, l'IA, c'est le diable, il faut qu'on s'en éloigne », ou alors justement, on l'utilise. Et je pense que à travers les fonctionnalités d'IA qui sont proposées dans Workspace, dans CGI, c'est justement la possibilité pour des personnes qui connaissent pas forcément bien le plan de marquage, qui ne savent pas que telle variable remonte sur tel IVAR ou sur tel prop, de manière beaucoup plus classique, de pouvoir utiliser des prompts pour créer des tableaux de bord ou faire des analyses de premier niveau. Parfait. Donc, on a beaucoup parlé data avec CGI. On sait que CGI est une des applications de la plateforme Adobe, et on sait qu'il y a une CDP qui s'appelle Real-Time CDP, ou RTCDP encore, pour ceux qui préfèrent l'acronyme. On a aussi parlé d'activation dans la première partie de ton interview. Est-ce que, et finalement, quels avantages tu vois à l'adoption d'une CDP, telle que celle d'Adobe, qui permet d'activer en temps réel les audiences, et surtout qui a une complémentarité avec CGI, là où directement, depuis l'interface de dashboarding, on peut publier des audiences? Je pense que tu as finalement dans ta question fait un peu la réponse. Ça fait de nombreux mois, et je regarde Ludovic parce qu'on a beaucoup travaillé avec ses équipes sur le sujet. Ça fait plusieurs mois qu'avec ATU, on travaille sur tout ça. Et finalement, quand on a exprimé nos besoins à Adobe et qu'Adobe nous a présenté la façon dont l'entreprise pouvait nous aider à répondre à ces problématiques-là, il nous est apparu très vite évident que CGI sans la CDP et la CDP sans CGI, ça ne faisait pas vraiment sens, et que les outils étaient forcément complémentaires, puisqu'on a d'un côté CGI qui permet de comprendre en omnicanalité les parcours, de mieux comprendre dans tous les parcours les pain points, de pouvoir faire du ciblage d'audience en omnicanalité. Donc on sait que dans un premier temps, on pourra y répondre avec Adobe Campaign, mais si on veut aller plus loin et si on veut sortir de l'écosystème Adobe pour pouvoir adresser des messages à nos clients, forcément, il faut qu'on active après la CDP. Donc c'est très clairement ce qu'ATU a dans sa roadmap pour les 2 ans qui viennent. Mais comme on est prudent et qu'on veut faire bien les choses, on commence d'abord par CGI pour comprendre, poser les bases, bien comprendre les parcours, bien identifier les pistes d'optimisation et les ciblages, et on les activera dans un second temps. Super. Et donc, un peu plus concrètement, d'un point de vue peut-être un peu plus projet finalement, vous allez avoir tout ce nouveau stack et tout ce projet de migration. Quels cas d'usage chez Noroto sont prioritaires? Et est-ce que tu aimerais voir en place assez rapidement? On en a identifié 3 chez ATU. Le premier ne va pas vous étonner parce que ça fait plusieurs questions que je réponds en parlant de ce sujet-là. C'est bien la compréhension en omnicanalité. Et pour des sites comme Noroto et ATU, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que finalement, nos sites e-commerce, ils ont 2 fonctions. C'est effectivement déjà un site e-commerce, mais j'ai envie de dire que pour ATU, c'est à la limite pas la chose la plus importante. Ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, l'objectif premier d'ATU, c'est de prendre du rendez-vous pour faire venir nos clients dans les centres auto chez ATU.
Et donc la compréhension du parcours en omnicanalité, elle est extrêmement importante pour bien comprendre comment les choses se passent et comment les différentes étapes s'imbriquent. Et alors là, pour le coup, ça ne va pas faire original du tout, parce que depuis le temps que je fais de l'analytics, c'est un sujet dont on entend parler, enfin on en entend beaucoup moins parler d'ailleurs maintenant, mais on en parlait pendant très longtemps. Tout ce qui était question d'attribution, de trafic, de source de trafic, du first, du last click, enfin, tout le monde a déjà entendu ça, c'est tellement vieux comme sujet. Pour autant, je pense que ça reste quand même toujours d'actualité et c'est toujours un peu compliqué à appréhender. Et on se dit qu'avec CGA, avec la possibilité de réconcilier l'ensemble de nos coûts d'acquisition sur nos leviers, ça va nous permettre de calculer vraiment des ROI complets sur l'ensemble du parcours en omnicanalité, de pouvoir comprendre 1 euro d'investi chez Google, finalement, combien ça apporte de transformation en centre. Et si on va jusqu'au bout du bout, dans quel pourcentage de cas on a du no-show, des clients qui viennent finalement pas faire la prestation pour laquelle ils ont pris rendez-vous, l'impact que ça a sur les retours des produits, donc on en attend beaucoup aussi. Et puis forcément c'est un projet de transformation, donc l'humain est extrêmement important aussi, et on se dit que ça va aussi sans doute être une façon de répondre à la question de la démocratisation et de l'accès à la data. Et donc dans un monde idéal, si toi tu te projettes sur 12-24 mois, dans un monde idéal, quelle est ta vision de l'analytics chez Noroto au niveau du groupe ou chez ATO? Alors chez ATO, plus spécifiquement, j'espère que dans un an, on aura appris plein de choses de CGA, qu'on aura beaucoup progressé et que pourquoi pas, ça sera l'occasion de revenir pour vous faire part de toutes nos découvertes et de la façon dont on a utilisé la solution. Ce qui nous permettra d'enclencher ensuite la CDP et de pouvoir activer nos clients pour leur adresser des messages toujours plus personnalisés et pertinents. Et sur Noroto, de manière générale, même si finalement les trajectoires ne sont pas très éloignées, c'est de continuer pour l'ensemble du groupe Mobivia à toujours davantage de convergence, de synergie entre les enseignes pour que les enseignes plus matures puissent apporter leur expérience aux enseignes qui sont un peu plus novices sur certains sujets et qu'on puisse avoir une saine émulation entre l'ensemble des entités du groupe. Et une toute dernière question avant que je te libère pour passer sur la partie roadmap. Donc peut-être que dans la salle, tu as donné envie à des gens de migrer vers CGA, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont en cours de migration vers du server-side, voilà, peut-être même pas avec Adobe. Est-ce que tu auras un conseil ou un apprentissage clé à partager avec nous? Alors vraiment très modestement, parce que comme vous l'avez compris, finalement l'aventure ne fait que commencer. Je peux peut-être finalement faire le parallèle avec ce qu'on a vécu sur la migration server-side il y a 1 an et demi et peut-être vous faire part en 2 lignes de la démarche qui est la nôtre avec les équipes d'Adobe, mais pas que. Depuis 6 mois, je pense que le plus important, c'est de partir des use cases. Parce que finalement, alors je ne devrais pas dire ça ici, ça va pas forcément faire plaisir aux équipes d'Adobe, mais la solution technique, l'outil, il arrive dans un second temps finalement. Et que c'est que quand on est vraiment au clair sur les use cases qu'on va aller chercher la solution qui va permettre de faire avancer ces use cases. Et c'est vrai que nous, on a déjà tellement de solutions Adobe chez Mobivia, entre Analytics, Target, Campaign, le tracking en server-side, que du coup, ça a fait très vite sens que CGA était la façon d'y répondre. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de partir des use cases. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, je pense que c'est le facteur humain, parce que c'est forcément une transformation profonde dans l'entreprise sur la façon de faire, et que je pense que ça ne peut marcher que si on embarque bien toutes les équipes dès le début pour que le projet soit compris et que chacun puisse voir comment il va pouvoir et devoir contribuer à la réussite et au succès du chantier, puisque CGA, on va agréger des tas de sources de données, donc elles sont un peu partout dans l'entreprise, et on va avoir besoin de toutes les équipes qui la récoltent, la traitent pour réussir le projet. Bah écoute Olivier, je vous souhaite, ou je nous souhaite finalement beaucoup de succès dans cette transition. Merci pour ce partage d'expérience et ta transparence. J'espère que tu as aidé beaucoup de monde dans la salle. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir donc, sur la collection de données, peut-être le tracking server-side, des projets qui ne sont pas anodins, qui prennent un peu de temps et des ressources. Et puis finalement avec le stack Adobe qui permet de répondre aux enjeux
de diffusion de la donnée, mais aussi d'activation au travers des différents canaux pour les différentes équipes. Donc, je vous propose maintenant de passer à la roadmap et aux nouveautés Analytics. Merci Olivier. Donc, pour cette partie, je sais qu'il y a des utilisateurs Analytics, des utilisateurs CGI et d'autres qui ne connaissent pas du tout les solutions. Ça vous permettra de voir un peu l'interface. Voilà, on l'a appelé Roadmap, nouveautés, tips and tricks. Donc, on va revenir sur des features qui existent au sein de nos solutions Analytics, mais sur aussi des annonces qu'on a faites sur la roadmap au cours de ces derniers mois. Donc, pour rappel, ça résume un peu les applications qu'on a aujourd'hui chez Adobe autour de l'Analytics. Donc, Adobe Analytics, évidemment, la solution historique de Web Analysis, on en a beaucoup parlé, mais aussi Customer Journey Analytics, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui aussi. Mais il faut savoir que voilà, désormais, c'est beaucoup d'autres solutions, Content Analytics, CGI B2B et Adobe Mix Modeler, des solutions que je vais vous présenter très rapidement. Donc, pour commencer, je vous propose un peu de diviser cette partie en plusieurs parties, et en commençant par des grandes parties. Et la première, c'est la partie gouvernance de la donnée. Donc, on en a un peu parlé avec Olivier. Je vais essayer de vous montrer des features qui sont sympas, que moi j'aime beaucoup dans CGI. Et voilà, je vous ai fait une petite sélection de la roadmap qui arrive sur la deuxième partie d'année en 2025. Donc, c'est que de la roadmap qui est, entre guillemets, imminente. Donc, la première partie, c'est les champs dérivés dans CGI. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de la manipulation de données. L'une des grandes forces de CGI, évidemment, c'est que là, ici, on manipule de la donnée sans manipuler de code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dimension qui s'appelle PageName et je vais recréer des parcours de navigation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le PageName actuel et ensuite, en manipulant les données, je vais utiliser une fonction qui s'appelle suivant ou précédent et je vais pouvoir aller chercher à des niveaux de profondeur directement dans la base de données CGI les navigations qui ont été faites. Ici, pour ce cas d'usage, on va concaténer ces données et en fait, on va avoir les 3 dernières pages de navigation pour une personne donnée. Donc voilà, on met un petit délimitateur, donc un émoticône si vous voulez rendre vos dashboards workspace un peu plus visuels, et je vais utiliser, comme je l'ai dit, la page PAF. Donc en gros, ça va donner des parcours de navigation. Appliqué dans Adobe Workspace, donc je le rappelle, c'est notre outil de dashboarding chez Adobe qui est commune maintenant à plusieurs solutions et non plus qu'à Analytics et CGI. Donc on voit dans son utilisation qu'on va utiliser PagePath comme dimension et mettre les orders en métrique. Et ça, finalement, je vais avoir les meilleurs et les top performers de parcours directement sur les orders. Évidemment, comme vous avez pu le voir, on peut aussi jouer avec les modèles d'attribution pour faire des choses un peu sympas et voir comment ces parcours s'influencent les uns les autres en fonction du modèle d'attribution qu'on choisit. Toujours sur la partie gouvernance de la donnée, donc dans CGI, on va se parler de data view, donc on a la possibilité de créer plein de vues, donc par exemple pour le marketing, une vue pour le produit, une vue pour l'Espagne, etc. Et ces data views, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, peut-être que vous allez vouloir en créer des nouvelles. Une des questions qui se pose, c'est comment est-ce qu'on mutualise ce qu'on appelle un composant. Donc un composant, ça va être une variable ou une métrique, d'une data view vers une autre. Là, c'est assez simple. On peut diffuser des composants vers d'autres data views. Et ici, on voit qu'on les retrouve dans la nouvelle data view qu'on a envie d'exploiter, avec exactement la même définition. Et ensuite, libre à vous de l'utiliser ou de la rendre disponible pour vos utilisateurs. Donc ça, en termes de gouvernance de données et de flexibilité, c'est un outil aussi qui est assez puissant et qui est déjà disponible. Sur la partie adoption, donc ça, c'est des questions que j'ai beaucoup parfois par des gens que je reconnais dans la salle, donc c'est sur l'adoption de l'outil. On me dit oui, mais moi j'ai 1000 utilisateurs dans Workspace, mais je ne sais pas comment ils l'utilisent. Ou en tout cas, l'interface de log n'est pas très exploitable. Donc, on a sorti une feature qui s'appelle Product Adoption, où vous allez pouvoir finalement voir un peu comment est utilisée la solution et voir l'adoption. Et ça, finalement, ça va pouvoir vous aider à mettre en place des plans d'action pour essayer de former les gens à Adobe Workspace, ou voilà, il y en a aussi qui aiment supprimer les accès quand les accès ne sont pas utilisés. Voilà, donc ça, c'est dans CGI, mais n'ayez pas d'inquiétude. On a déjà sorti un mode d'emploi pour Adobe Analytics, donc c'est un peu plus manuel, mais toutes ces informations, vous pouvez très bien les utiliser et les rendre disponibles également dans Workspace sur Adobe Analytics.
J'espère, Olivier, que tu as inspiré beaucoup de monde dans la salle. Donc, une autre feature intéressante, c'est le guide de migration de Analytics vers CGA. Donc, on a vu que c'était quand même pas anodin si on prend la data collection, etc. Mais nous, évidemment, notre but chez Adobe, c'est de rendre la transition, si vous avez des cas d'usage pour CGA, de la rendre la plus facile et efficace possible. Donc, on a créé ce guide de migration qui va reprendre une sorte de liste de courses où vous aurez à cocher, selon votre setup, les grandes étapes et les grandes milestones qui vont vous permettre de migrer. Et ça, c'est en plus du component migration. Donc, je rappelle, pour les gens qui ont envie de migrer de Analytics vers CGA, vous pouvez récupérer vos workspaces, vos variables, vos métriques, etc. Et cette feature va encore plus finalement faciliter la transition si aujourd'hui vous pensez que vous êtes prêt à migrer vers Customer Journey Analytics. Donc ça, c'est des features qui existent. Donc sur cette partie, sur la roadmap, les CGA Data Feed, donc pour ceux qui utilisent ou qui connaissent déjà CGA, vous savez qu'on a une feature qui s'appelle Export Table. Donc toutes les tables dans CGA peuvent être exportées, donc soit vers un FTP, dans un cas d'usage dit classique, mais on propose aussi des destinations directement vers des entrepôts type Snowflake, GCP, des choses comme ça. On sait que nos clients analytiques sont friands des data feeds, puisque ce sont les logs finalement bruts, et donc on a décidé de les rendre aussi disponibles sur CGA, et ça arrive très bientôt dans la roadmap. Une des features les plus attendues, je pense, ou en tout cas où j'ai eu le plus de demandes, c'est AEP Data Mirror. Donc c'est vrai que sur la plateforme, pour consommer, pour avoir la data dans CGA, il faut onboarder la donnée. On sait que parmi vous, il y en a qui utilisent une stratégie data autour d'un data warehouse, type Snowflake ou Databricks. Et là, donc, cette feature va permettre de lire directement dans le data lake avec du no-copy et surtout de calquer un peu les données qui seront centralisées dans votre data warehouse, qui est la source unique de confiance, entre guillemets, en tout cas pour cette source de données. Évidemment, c'est toujours compatible avec d'autres sources de données si vous avez envie d'utiliser Data Mirror avec d'autres data sources de la plateforme. Voilà pour la partie gouvernance de la donnée. Maintenant, si je passe sur la partie analyse, la première fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'était l'analyse guidée. Donc, ça, maintenant, c'est disponible dans CGA. Auparavant, c'était sorti sous le nom de Product Analytics, mais on l'a un peu élargi. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on va avoir plusieurs analyses possibles. Donc, la New Release Impact, c'est au cas où je sortirai une nouvelle feature ou quelque chose comme ça. Je vais avoir des funnels et des choses comme ça. Et donc, ça va nous donner directement dans Workspace ces nouvelles visualisations où on va aussi avoir des notions de segments sur des users qui reviennent, les dormant users, donc les users qui ne viennent plus sur votre site web, et ceux que vous avez réussi à acquérir si c'était votre objectif. Et évidemment, on l'a vu avec la CDP, ces users-là, vous pouvez les activer en un clic et créer une audience et une destination directement dans la plateforme Adobe. Donc aujourd'hui, on propose jusqu'à 11 analyses guidées, et donc ça aussi, ça facilite en self-service les gens qui auraient envie de se lancer là-dedans, et tout est préfet entre guillemets. Le Canva, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est une des features notables quand même de Customer Journey Analytics. Donc dans Analytics, on a les flux de navigation. Donc là, le principe est un peu différent. Plutôt que l'analyse vous donne les top parcours, là, c'est vous qui allez définir le parcours. Donc ici, je prends un exemple très simple. Homepage, funnel, orders. Je connecte un peu tous les points ensemble. Voilà, on le voit ici. Et finalement, Workspace va me donner toute la population qui passe d'une étape à l'autre pour arriver au total orders. Si je prends un cas d'usage un peu plus avancé, où je peux avoir du multi-step, on reprend notre cas d'usage, mais on voit qu'ici, j'ai ajouté 3 parcours différents. Donc, on va avoir la possibilité de comparer 3 patterns différents. Avec ça, je mets total orders en métrique, et puis en plus, je croise avec mes produits, et je suis capable de voir mes produits. Et une fois que j'ai terminé l'analyse, on voit ici qu'on peut ouvrir directement les résultats dans un autre dashboard CGA pour les exporter ou pour faire un rapport de performance produit. Data Insight Agent, on en a parlé avec Olivier. Je l'ai déjà présenté aussi si vous étiez aux événements Data Analytics. Mais on va encore plus loin parce que le Data Insight Agent est encore plus puissant. Donc quand je dis ça, le principe, normalement, si vous l'avez vu sortir, est assez simple. C'est en langage naturel. Je vais prompter et le Data Insight Agent va me générer la visualisation qui correspond le plus à ce que je lui ai demandé.
Donc on l'a vu quand c'est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans, on supportait uniquement les lignes. Et là, si on prompt, par exemple, compare, donc là c'est mon prompt, c'est compare vis-à-vis d'une période, il va aller lui-même avoir l'intelligence de choisir la bonne visualisation workspace pour pouvoir proposer l'analyse qui est la plus adéquate à ce que je lui demande. Sur la roadmap, sur cette partie analyse, les dimensions côte à côte, donc ouais, encore petit clin d'œil à Olivier, je sais que ça c'était attendu, mais le principe est assez simple, mais c'est d'avoir des dimensions, comme son nom l'indique, côte à côte, directement exportables dans Workspace. Donc anciennement, on pouvait surtout ventiler, mais là on pourra en plus les mettre les unes à côté des autres. Le temps réel, donc, je rappelle, un outil d'analytics n'a pas forcément vocation à faire du temps réel, surtout quand vous avez des sources de données qui ne sont pas temps réel, mais on a eu beaucoup de demandes sur le temps réel, donc c'est disponible si les sources de données sont fournies en temps réel. Donc je rappelle que, et avec le server-side, tout passe par le Edge Adobe, et cette donnée sera disponible dans une vue temps réel dans CGI, qui arrive également cette année. Toujours sur la partie agentisation, donc on a vu Data Insight Agent, où je dois me connecter dans Workspace, je fais un prompt, j'ai un dashboard. Si votre entreprise utilise la suite Microsoft, là directement dans Copilot, vous promptez et vous aurez votre visualisation directement intégrée et rendue dans Microsoft Copilot. Troisième partie, c'est la partie collaboration. Donc on va commencer avec quelque chose d'assez simple, donc c'est la table des matières, c'est quelque chose qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Donc toujours dans cette optique de collaboration, de diffusion de la donnée. Pour ceux qui ont connu Analytics il y a très longtemps, avec Ad-Hoc, avec l'écran tout noir, etc., où on disait qu'Adobe c'était trop compliqué, voilà, ça permet de naviguer facilement dans une analyse et surtout de comprendre un peu la hiérarchie et peut-être, évidemment, les grandes parties d'une analyse qu'un collègue vous aurait partagée ou que vous auriez partagée. Transformer les éléments en lien hypertexte, alors ça aussi, ça peut paraître assez anecdotique, mais bon, il faut savoir que si vous avez une dimension qui est en réalité un lien, la variable est traitée comme une chaîne de caractères. Et là, en l'occurrence, on offre la possibilité finalement de lui dire explicitement « attention, c'est un lien ». Et donc, si c'est une analyse où vous détectez un problème ou si vous avez envie de voir une page en particulier, vous avez la possibilité de lui dire explicitement, et on le voit, ensuite on va atterrir directement sur la landing en question, où on peut aller voir la page en question s'il y a un souci ou si on a envie de voir ou de vérifier quelque chose. Toujours sur l'IA Intelligent Caption ou commentaire intelligent, donc là on le voit, ça ajoute du contexte à une visualisation avec un code couleur. Donc si c'est inflationniste ou déflationniste, et en fonction de votre setup, voilà, ça va vous mettre un petit code couleur avec du contexte pour aider à la lisibilité d'un dashboard Analytics. Donc là, on le voit ici, il va analyser sur la période et ça va se mettre à jour tout seul. Et si vous voulez l'activer, vous avez juste à cliquer sur le petit icône en haut à droite et vous activez Intelligent Caption. Vous pouvez le cacher, le copier et ensuite l'exploiter ailleurs. Les commentaires, donc on connaît tous les annotations dans Workspace pour les utilisateurs d'Adobe. Donc les annotations, on laissait une note directement sur la visualisation. Et là, c'est un peu différent. Dans le rail de droite, on va proposer des commentaires avec la possibilité de réagir, de laisser des mots pour les collègues. Et ça permet de tout centraliser finalement directement dans une interface, plutôt que j'envoie un email, hey, j'ai un souci sur ce dashboard et tout. Voilà, je me connecte, je vois que j'ai une tâche à signer, je peux donner un like ou dire voilà, j'ai fait l'analyse ou j'ai créé le dashboard que tu voulais que je crée. Sur cette partie, la partie roadmap, le résumé de données, toujours une feature IA. Donc là, le principe est un peu différent d'Intelligent Caption. On va lancer une analyse, donc on va avoir un genre un résumé de données, et l'IA va finalement vous créer des dashboards avec du texte contextuel par rapport au KPI que vous lui aurez demandé. Ensuite, le data storytelling, donc ça on l'a annoncé à Vegas, il vous a beaucoup plu, pardon, et donc on l'a priorisé sur la roadmap. Donc le principe il est assez simple sur le data storytelling. Vous êtes dans Workspace et il y a une analyse qui vous intéresse et directement en export, donc ça vous évite finalement de compiler toutes les informations
et de mettre ça dans PowerPoint. Donc on le fait pour vous, et ensuite c'est partageable aux équipes ou présentable si vous voulez avoir ces insights. En bonus level, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que Analytics et CGA dans la vie. Donc si on parle des autres solutions, voilà un peu pour... on ne va pas rentrer en détail, mais d'abord Mixmodeler. Donc Mixmodeler, c'est aussi une application de la plateforme et ça vous permet de faire de la planification média. Donc c'est aussi basé sur l'IA. Le principe est assez simple. On prend un peu tout ce qui s'est passé avec vos environnements et l'IA va vous proposer une planification et des budgets en fonction de vos objectifs. Donc par exemple, si j'ai 1 million de budget, combien est-ce que je vais allouer sur Facebook? Combien est-ce que je vais allouer sur Google Ads? Et avec la planification algorithmique, vous pouvez aussi challenger plusieurs plans que vous auriez envie de faire. Content Analytics, celui-ci, on en a aussi beaucoup parlé, notamment à Vegas, au Summit l'année dernière. Donc celui-ci, c'est de l'analyse, mais orienté asset. Quand je dis asset, ça va être de l'image. Et c'est aussi basé sur l'IA. Donc on va prendre tous vos assets, donc dans un DAM, par exemple celui d'Adobe, donc Adobe Experience Manager. On va prendre tous vos assets et l'IA va classifier vos images en leur allouant des attributs. Donc si vous voulez faire une campagne marketing sur votre site web, par exemple, une bannière personnalisée, l'IA et Adobe Content Analytics va être en mesure de dire les attributs qui ont le mieux fonctionné pour ton objectif, ce sont potentiellement les images avec une dominante rose, jaune. Ce sont des images où on voit plutôt des voitures, des chapeaux, des chevaux, pensez à ce que vous voulez, des images avec des couleurs chaudes, froides. Et ça va vous aider à faire des analyses orientées assets et contenu. Et donc ça aussi, c'est disponible dès aujourd'hui avec Customer Journey Analytics. Pour finir, sur la partie B2B, là aussi, on a fait énormément d'annonces sur le B2B. Si vous vous êtes baladé sur les stands, vous êtes peut-être tombé sur le stand B2B. Donc on sait qu'il y a RTCDP B2B, HGO B2B et Customer Journey Analytics B2B Edition est le dernier sorti. Donc là aussi, le principe, c'est d'avoir un analytics plus orienté sur des cycles de vente B2B. Donc il y en a sûrement parmi vous qui ont ce genre de cycle de vente, où finalement c'est un peu moins pertinent de faire des analyses à l'échelle de l'individu, mais là on va plus raisonner sur déjà des sites de vente qui sont un peu plus longs, mais qui sont au niveau d'une opportunité ou d'un account level. Donc nous par exemple chez Adobe, quand on travaille avec vous, c'est du B2B, c'est exactement ce qu'on utilise. On travaille non pas forcément avec des personnes, parce qu'au sein d'une opportunité, au sein d'un account, il peut y avoir plusieurs individus. Et donc ça aussi, c'est disponible dès aujourd'hui. Je vous ai rassemblé toutes les ressources sur lesquelles vous pouvez retrouver tout ce dont je vous ai un peu parlé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je serai sur le stand UCX cet après-midi, donc si vous voulez échanger un mot, ce sera avec plaisir.